Eh bien, amis du café, amis du train, amis des Deux-Sèvres, nous nous sommes délocalisés. Et en plus de ça, Julien Leguet de Bastide Non Merci, Julien Leguet et son orchestre va nous faire le générique d'introduction de l'émission. On va mettre dans le grand bain, direct. Ah bah, Bonne nuit les petits, c'était la fin de l'émission, merci beaucoup, ça valait le coup de venir à Mel, nous sommes donc à Mel pour ce... Alors comment on va dire célébrer, non, commémorer, comment vous dites Alors je vais vous présenter Michael, bonjour. Tu viens nous parler du PSG, donc si j'ai bien compris, je vois que tu es habillé en oui, PSG bah, de... je suis né en région parisienne et je suis supporter du PSG depuis que je suis tout petit. Voilà, nul n'est parfait. Et tu es là parce qu'il y a 3 ans, tu étais déjà là et tu as été grièvement blessé. Oui, Voilà, et tu es venu nous témoigner de ce qui t'est arrivé et de comment ça se passe encore aujourd'hui pour toi. oui. Impeccable. À ta droite, en léopard. C'est ça, c'est léopard, non? On peut dire ça, c'est magnifique. Najette de la Legal Team. Alors, de quelle compagnie, la Legal Team? Alors, le micro, il faut le mettre bien haut, voilà. Ok, Contre le je vais menton. faire ça. Voilà, Je vais faire ouais. ça. La Legal Team, la base arrière juridique qui était en place le week-end du 25 mars 2023. C'était la Legal Team des soulèvements de la Terre. Alors là, je suis désolé, je n'avais pas vu. Non, mais on va pas faire de la mode au moment où on va Ah, bah parler si. de la répression Eh et ben des si, violences policières. c'est On va pas magnifique. parler de mes chaussures quand même. C'est Julien. magnifique. Non, toi avec ta flûte, tu peux rien pour moi. Et non, il peut rien pour toi. C'est lui qui a donné la tonalité. Julien Leguet, très favorablement connu de nos services. Bonjour. Ouais, bon, salut à tous. Comment vas-tu? Franchement, il y a de la fatigue et de la tension, mais on a 3 jours à tenir avec un très très beau programme qui ont vocation à nous faire beaucoup de bien et à nous remettre pour faire face à tout ce qu'on a eu à affronter il y a 3 ans. Donc à déterminer et dans la mesure du possible, toujours de bonne humeur. C'est ça, Mm. dans la mesure du possible. Mm. Alors, tout démarre par un email que je reçois. Vos billets de train pour Niort vous attendent. Et c'est comme ça que Julien Leguet vous chope et vous dit non, dans 3 semaines, il faut que tu viennes. Ça va être le gros barouf à Mel. Donc, Mel, c'est à côté de Niort et c'est à côté de. C'est à côté de. Sainte-Soline. C'est ça. Et là, vous allez passer 4 jours. Enfin, non, vous avez démarré hier. Je vois que Antoine Chao, qui doit nous rejoindre, vient de nous rejoindre. Bonjour à tout le monde. Si tu veux te mettre là, Antoine, tu peux dès maintenant entrer sur scène. Antoine, bien connu également de nos services, agitateur, activiste des ondes, et qui est probablement le reporter qui a le plus suivi, enfin un de ceux qui a le plus suivi cette lutte depuis des années, quoi. Mon cher Antoine, je t'apprends pas le métier, le micro que tu devras te partager, Ouais. il faut le mettre Bien sûr. sur le menton. Ouais, bien sûr. Merci. Ouais, merci. Merci à tous. Et on est content d'être là, même si c'est quand même un anniversaire toujours un peu douloureux, quoi. C'est C'est 3 ça. ans. Ouais. C'est ça. Alors, par quoi veux-tu qu'on démarre, Julien? Peut-être dire ce qu'est cette semaine et Oui. faire un petit état des lieux d'où on en est dans cette Oui, semaine, absolument. puisque, comme tu l'as indiqué, c'est 4 jours de mobilisation sur Mel, mais auquel était joint un appel national à se mobiliser partout en France. Et dès hier soir, il y a eu 13 rassemblements à travers la France pour dire que Sainte-Soline, on n'oublie pas, on pardonne pas, que l'histoire n'a pas été au bout et que les bourreaux de Sainte-Soline, ils sont toujours en liberté, ils n'ont toujours pas été entendus devant un tribunal. Darmanin n'a pas encore eu de compte à rendre et pourtant qu'est-ce qu'il est important dans les choix décisifs et meurtriers qui ont été pris ce jour-là. Donc c'est un des éléments qui fait que la lutte, on n'est pas prêt de la lâcher,
que des formats comme celui qu'on a fait hier. Hier, c'était à Mel, ça fait 3 ans qu'on organise des méga booms. Le principe, c'est d'aller devant les gendarmeries, devant nos potentiels bourreaux, et de les regarder bien en face des yeux et de leur dire que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est absolument intolérable et que ça ne peut pas rester lettre morte. Et tout en rajoutant qu'on est vraiment dans un climat de très forte tension dont on parlera par la suite, puisque la coordination rurale est de plus en plus puissante dans les campagnes. Cette coordination rurale a clairement des méthodes qui sont celles du fascisme, celles de l'intimidation, celles de la menace, celles de la violence. Cette coordination rurale, elle a débarqué ici le 17 décembre et elle a attaqué tous les sites emblématiques de la lutte contre les méga-bassines. Parce qu'il faut dire que Mel, c'est quand même une ville pas comme les autres, ou c'était une ville pas comme les autres, qui avait accepté d'accueillir nos revendications et nos rassemblements, là où tous les préfets de la planète interdisaient et déconseillaient à tous les élus de nous permettre de faire démocratie et de faire valoir nos libertés d'expression et de manifestation. Et donc, voilà, le premier cap, c'était hier. Il y a eu 200 personnes qui sont allées faire face, debout, fiers, heureux, dans la joie et la musique et la symbolique, faire face à ces carapacés. Ça continue aujourd'hui, ça se poursuit demain. On a un programme très complet. Je ne vais pas expliciter tout c'est sur le site, mais par exemple, ce soir, on a Benoît Delépine qui va peut-être venir nous faire un coucou d'ici la fin de la mission, qui va nous présenter son film Animal Totem, complètement en résonance avec ce qu'on vit et avec notre lutte. Je peux annoncer ici que Benoît est très concerné par la lutte, puisque son fils était avec nous à Sainte-Soline il y a 3 ans. Antoine et Cécile, demain, nous font un super spectacle au Café du Boulevard, au commencement. Au départ. Il y a Guernica, ouais. Au départ, il y a Guernica, donc la première alliance des extrêmes droites européennes, quoi. Guernica en 1937. Voilà. C'est ça. Avec une paella, ouais. Où le principe, si on a bien compris, c'est qu'en même temps que le spectacle a lieu, il y a une paella antifasciste qui cuit. Et ensuite, on se régale. Et ensuite, il y aura une vente aux enchères farfelue des objets de la lutte, toujours au Café du Boulevard. Et puis le plat de résistance, c'est samedi, avec une grosse journée, avec des tables rondes. Avec 2 grands axes qui sont aussi ceux qu'on va développer là. Comment on fait face à ces violences policières, comment on ne se laisse pas abattre, sans mauvais jeu de mots, et comment on vient faire en sorte que ce ne soit pas le récit des bourreaux qui reste à travers l'histoire, le récit des oppresseurs, et puis surtout, puis également, comment on continue cette lutte pour l'eau, pour ce bien commun, vital pour tous, toutes les formes de vivant, alors qu'on est en plein assaut de la part des gouvernements successifs. Et là, avec Jeanne Var qui annonce qu'elle vient demain à Niort pour en remettre une couche. Alors, voilà. Comme tu le sais, il y a beaucoup de gouvernements qui se succèdent. On ne sait pas forcément qui est qui. Toi, tu la connais bien, mais qui est cette dame? Elle est ministre de l'Agriculture. C'est ça. Et je ne vais rien lâcher. Jeanne Var. Donc, on est... clairement dans un contexte des plus tendus. Et franchement, cette annonce-là qu'on a appris tout à l'heure, que Jeanne Var, elle venait sur ce territoire à ce moment-là, alors qu'il y a toutes ces tensions, où déjà les préfets s'arrachent les cheveux pour pas qu'il y ait d'affrontements et que l'ACR vienne se beuler tous nos événements, etc. C'est complètement irresponsable et c'est un coup de communication, mais lamentable, quoi. C'est tout sauf la sérénité républicaine. On a tout le temps et merci d'avoir monté tout ça et merci à l'association qui nous accueille dans ce studio qui est 3 fois plus grand que celui qu'on a à Paris. Ouais, forcément, c'est le bonheur d'être ici, mètre carré, une étendue absolument incroyable. Mickaël, je te propose qu'on démarre par toi, si tu veux bien. Qu'est-ce qui se passe il y a 3 ans pour toi? Tu es où? Qu'est-ce que tu reçois? Quel est l'enchaînement des faits? Ma vie, elle a changé totalement. Car j'étais militant gilet jaune. Je suis parti manifester pour l'écologie, pour un trou vide, pour une méga bassine. Et puis, en fait, j'ai pris un flashball dans la gorge qui m'a coûté 10 jours de coma, 6 mois de rééducation et une artère de boucher. Et au jour de maintenant, 3 ans après, ça m'arrive toujours d'avoir des pertes de mémoire. J'ai repris le travail un petit peu de temps en temps. De temps en temps, je suis à Pôle emploi. Je vais reprendre le travail. J'ai mon permis qui est en cours, que je dois continuer.
Mais je m'en suis bien sorti et je suis venu à Mel pour les 3 ans pour l'anniversaire de Sainte-Soline parce que, en tant que rescapé, je me le devais d'être là. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu es au moment où tu reçois ce tir de LBD? Alors, j'en ai aucune idée. On a marché à peu près 2 heures dans un champ. On a continué à marcher, à marcher. D'un coup, j'ai pris un flashball. Après, on me dit c'est un GML2, mais j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un flashball. En tant que militant gilet jaune, pour moi, c'est un flashball. On va revenir sur la répression, mais comment on passe du mouvement des Gilets jaunes au mouvement de Sainte-Soline? Alors, c'était pas prévu du tout, mais pour la défense de l'eau, en 2023, c'était la sécheresse. Et puis, c'était pour la défense de l'eau, j'ai été pour l'écologie, manifester à Sainte-Soline avec plusieurs amis. Mais je suis tout seul à pas être rentré. J'ai fini à l'hôpital de Poitiers. On se souvient qu'il y avait eu des soucis entre les services de l'État, on va dire ça comme ça, pour évacuer des blessés. Est-ce que tu sais comment tu as été évacué ou tu n'en as aucune idée parce que évidemment tu étais sur autre chose? Ou est-ce que tu as pu reconstituer le déroulement de tout ça? Alors, comment ça s'est reconstitué? Alors, en février 2024, on a inauguré Autopsie d'un carnage à Paris. Et à Niort, on a inauguré aussi Autopsie d'un carnage qui m'a permis de connaître les personnes vraiment qui m'ont emmené à l'hôpital personnellement, quoi, parce que je savais pas ce qui m'était arrivé. Je me suis réveillé 10 jours plus tard. Qu'est-ce qui m'était arrivé, quoi? Et on m'a dit que j'avais pris un flashball. Et je me suis dit, ah d'accord. C'est quoi Autopsie d'un carnage? C'est ce qu'on a inauguré avec Off Investigation. C'est un film inauguré avec Off Investigation. Attends, il faut juste que tu mettes le micro, excuse-moi, un petit peu plus. Voilà. C'est un film qui est inauguré avec Off Investigation. D'accord, ok, oui, alors qu'on avait projeté, je me souvenais plus que c'était ce titre-là. Et donc là, ça t'a permis d'avoir le fil. Oui, parce que j'avais déjà fait des appels aux médias pour savoir qui c'est qui m'avait sauvé, tout ça. Je voulais des nouvelles, je voulais savoir qu'est-ce qui m'est arrivé en fait. Et j'ai rencontré Perle, une infirmière libérale de Nantes qui m'a sauvé la vie et qui est dans Autopsie d'un carnage. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, alors je le dis, tu parles devant ta famille que je remercie d'être là. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas être filmé, vous me le dites et puis j'apporte le micro. Voilà. Si vous voulez être filmé, c'est avec plaisir qu'on vous met dans la lumière. C'est à vous de voir. Voilà. 3 ans plus tard, tu en es où dans ta situation judiciaire? Franchement, il n'y a rien du tout qui a changé. Moi, je demande des dommages-intérêts au gouvernement, car avec ce qui s'est passé avec Libération et Mediapart, franchement, pour moi, c'est un crime politique de guerre. Et nos Bassaran. Merci beaucoup. Alors, Julien, fidèle à ses facéties, a apporté des petits cartons. Alors, si je comprends bien, c'est les mêmes cartons que tu as montrés hier à la gendarmerie. Et en réalité, c'est une facétie, pas vraiment. La source est Mediapart. Michael, tu viens d'en parler. Oui. Et en fait, voilà, ce sont les messages entre les flics au moment de Sainte-Soline, entre les gendarmes. Oui. Quand ils seront manchots, ils ne feront plus grand-chose. Voilà, par exemple, ce qu'a dit un gendarme à propos de l'un d'entre vous, quoi, ou de vous tous, ou de vous toutes. Toi, par exemple, après la blessure, qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que cette phrase-là qu'on vient de lire, elle pourrait être littérale pour toi? Franchement, j'ai fait mourir parce que ma rééducation, je l'ai fait toute seule. Je remercie le peuple parce que j'ai touché quand même à peu près 7 000 € de cagnotte Litchi qui m'a permis à faire ma rééducation moi-même. Parce que le gouvernement m'a laissé complètement tomber, quoi.
voilà, on voit d'autres messages, les pulls à pisse. En fait, c'est tout ce qu'ils nous ont dit par Libération et Mediapart, quoi. Tout ce qu'ils nous ont sorti, nous, on s'attendait pas vraiment à ça. Qu'ils nous tirent dessus gratuitement, quoi. Enfin, il y a deux choses. Qui te tire dessus, déjà, tu t'y attendais pas. Et 2 ans plus tard, tu comprends que pendant qu'il te tire, il dit ça. Donc c'est une double peine, quoi. C'est une double violence, on est bien C'est d'accord. une double peine, mais tout ce qu'il y a sur les caméras piétons et tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est ce qui se passait pendant 7 ans dans les manifestations Gilets jaunes, quoi. Sauf qu'on n'avait pas les caméras piétons pour le signaler. Tes camarades gilets jaunes qui n'ont pas forcément été dans la lutte contre les méga-bassines, tu as parlé avec eux de ta blessure et tout ça? Oh oui, j'ai des amis gilets jaunes aussi qui font partie contre les méga-bassines. Car pour nous, on est le peuple, quoi. C'est le peuple, on représente. L'eau, elle est pour tout le monde, elle n'est pas que pour une partie d'entre nous. Et comment ça se passe entre blessés, entre mutilés? Il y a une coordination, peut-être qu'on peut parler avec Najette et avec Julien. Voilà, et Michael, si tu veux de l'eau, tu me le dis, je vais t'en chercher. Je vois qu'il y a de l'eau là, si tu as besoin de boire un petit truc. Est-ce qu'il y a une coordination des blessés? Comment ça se passe du côté de Bassine Non Merci, des soulèvements de la terre? Et oui, effectivement, du coup, ça a rapproché des gens qui se connaissaient pas avant, qui sont suivis par leur avocate, maître Chloé Chalot, du barreau de Rouen. Bravo. Ah bah bien sûr, super, on les connaît les bons avocats. Oui, on espère qu'il y en aura d'autres parce que ça fait beaucoup de travail pour la même personne et il y a besoin d'avocats de gauche. Ça serait chouette. Donc voilà, du coup, je te coupe, tu veux dire qu'il n'y a pas assez d'avocats? Tu fais un appel à des avocats de gauche militants, oui, ce serait, oui, il y a pas, c'est pas énorme le nombre d'avocats qui viennent soutenir sur les luttes et qui se rendent disponibles pour être là. Combien de temps elle a été là, Chloé? Elle a été là pendant les 3 jours, quoi. Et elle a été là même plusieurs jours après Sainte-Soline pour aller rencontrer les blessés dans les hôpitaux. Enfin voilà, c'est des engagements réels, quoi. C'est pas à distance, c'est être présent. C'est donner un peu de son temps au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de donner et en étant certes rémunérés. Je pense que ce sont les seules personnes qui sont rémunérées dans nos luttes, mais rémunérées à un tarif qui n'est pas le prix du marché, qui n'est pas le prix de l'avocat parisien. Oui, bien sûr. Avec tout le respect que j'ai pour les... Non. Je vais pas la finir cette phrase. Alors, par contre, tu peux finir ton propos. Oui. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Reprenons. Oui, du coup, au lendemain de Sainte-Soline, les blessés ont accepté de former un groupe et de porter plainte contre X pour violence volontaire, pour entrave au secours et puis également pour divulgation des fichiers de police, parce que pendant que 2 d'entre eux étaient dans le coma, des fichiers de police complètement confidentiels ont fuité. Pour continuer à rentrer dans le scénario gouvernemental de ce sont des vilains, donc ils ont bien mérité le coma. Et donc voilà. Tu parles de Michael et de Serge, des informations concernant leur passé judiciaire. Ont été divulguées, ou des vraies ou des fausses informations, c'est pas la question, mais en tout cas, ce sont des informations qui n'avaient pas à sortir des fichiers de police pour être transmis aux journalistes. Ces plaintes ont ouvert une enquête préliminaire. Le magistrat habilité à instruire ces plaintes, c'est le procureur de Rennes. Donc il a mandaté l'IGGN pour faire ces investigations. Ça a duré 2 ans. Et on a vu cette année ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'il y a eu un classement sans suite de ces plaintes contre X.
Ce qui s'est passé là cette année, c'est que les 4 blessés, donc Serge, Michael, Alix et Olivier, ont à nouveau porté plainte en se constituant partie civile auprès d'un juge d'instruction. Donc là, ce juge d'instruction n'a pas d'autre choix que d'instruire une nouvelle enquête concernant ces violences. En parallèle, le procureur de Rennes a ouvert une enquête concernant les tirs tendus. Et voilà. Et donc ces procédures vont continuer là dans l'année à venir. Comme toutes les enquêtes, comme beaucoup d'enquêtes sur les violences policières, on n'attend pas qu'elles rendent justice. On essaye de demander des comptes, on essaye de trouver les responsables, on essaye de pousser un maximum, mais on se doute bien qu'il y aura toujours quelqu'un pour protéger son collègue, et surtout quand c'est le ministre Darmanin qui était aux commandes de ce maintien de l'ordre avec la préfète de l'époque, Madame Emmanuelle Dubé. Donc voilà, on maintient quand même ces plaintes en espérant que déjà ça permette à ces blessés de se reconstruire un petit peu, que ça leur permette d'avancer, parce que c'est voilà, ça, comme il l'a dit Michael, ça brise des vies. Et voilà, je sais pas si... Est-ce que tu as le sentiment que, parce que tu viens de le dire, Darmanin, à l'époque des faits, est ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Il n'y a pas eu de nouveau gouvernement aujourd'hui. Non, pas ce week-end. Ouais. Voilà, pas ce week-end. Bon. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous sentez qu'il y a une obstruction particulière du fait que un ministre de la Justice ne va pas juger le ministre de l'Intérieur qu'il était, ou juger en tout cas une affaire aussi grave que celle-ci qui s'est passée sous son règne, si je puis dire, ou est-ce que c'est impossible à prouver ? C'est pas impossible à prouver, dans le sens où si on arrive à, par exemple, trouver qui a donné l'ordre d'entraver les secours, qui a dit aux pompiers et au SAMU, vous n'allez pas secourir les blessés. Ça, jamais ça se voit. Même dans les pays en guerre, il y a toujours un couloir humanitaire pour évacuer des blessés. C'est une entente mondiale. Ça se fait partout. Et voilà, si on arrive à comprendre qui a donné, quelles étaient les personnes qui étaient autour d'une table et qui ont décidé de dire non, s'il y a des blessures, des blessés, on les laisse crever. C'est pas grave. Et je pense que par ce biais-là, on va pouvoir trouver les responsables de cette tentative d'homicide volontaire, il faut le dire. Tu as tout à l'heure dit IGGN, je précise juste, c'est la même chose que l'IGPN, mais pour la gendarmerie. L'inspection générale de la gendarmerie nationale, et non pas de la police nationale. C'est ça. Julien Bondy, prends le micro, vas-y. Oui, parce que c'est vraiment la question de comment on fait face. Et c'est vrai que ces plaintes qui sont posées et qui reçoivent cette fin de non-recevoir, ça peut être très déstabilisant. Mais il y a un truc qu'il faut vraiment avoir tous et toutes en conscience. Heureusement que les camarades ont porté plainte, et ont porté plainte rapidement. Sans quoi, les preuves et tout ce qui est en train de sortir à travers les caméras vidéo, elles auraient été détruites. Les images des caméras piétons, elles ne sont consignées que pendant 1 mois. Et c'est bien parce qu'une plainte a été déposée que tous ces éléments ont pu être saisis. Partiellement, il y a des images qu'on n'a pas. Par exemple, les bourreaux en quad, les 20 fous, les 40 fous là, sur leurs 20 quads, les images, on les a pas. Et pourtant, je pense qu'on en apprendrait de la même manière. Et peut-être ça aussi, c'est de manière générale comment on résiste face à ces violences policières. Même si on n'a pas une grande confiance dans la justice, etc., le fait de poser l'acte, ça peut permettre d'obtenir et d'avoir accès à ces images-là. Je pense très fort aux gens qui ont à subir les violences policières en Outre-mer, dans les quartiers, où il n'y a pas forcément cette culture de l'autodéfense citoyenne, etc., et où finalement, tout ça tombe aux oubliettes de l'histoire. Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est comment on fait en sorte que ce ne soit pas le récit des bourreaux qui fasse histoire dans les bouquins. Comment c'est pas la version de Darmanin et de tous ces mensonges qui s'inscrit durablement dans ce qui s'est passé ce jour-là à Sainte-Soline. Et je trouve que cette affaire-là, elle met autre chose en exergue. Évidemment que quand des policiers et des gendarmes sont jugés, ou en tout cas que les enquêtes sont faites par leurs pairs, évidemment que le corporatisme
il marche à fond. Évidemment, et un truc que moi je trouve parfaitement immonde dans cette histoire, c'est que le procureur, il a mis 2 ans à dire que la plainte était classée sans suite parce que les images ne permettaient pas d'identifier les tireurs. Sauf que ça signifie que ça faisait 2 ans que des gens de l'IGGN avaient connaissance de tirs illégaux, de toutes ces insultes, etc. Et l'article 40 dans le Code civil, si je ne m'abuse, oblige les fonctionnaires à faire des signalements dès lors qu'un autre fonctionnaire commet des actes illégaux. Donc, si on veut dérouler l'intégralité de la bobine, y compris chez l'IGGN, il y a des gens qui ont gravement manqué à leur mission première. Et c'est un peu la même histoire par rapport à Darmanin, parce que finalement, tant qu'il va être ministre, il ne tombera pas sous le coup de la justice traditionnelle. Parce que le seul organisme, la seule juridiction qui peut juger des juges en exercice, c'est la CJR, c'est la Cour de justice de la République. Des ministres en Les ministres, exercice. j'ai dit. T'as dit des juges. Ah pardon, oui, non, on ne va pas juger les juges. Les ministres, c'est la Cour de justice de la République. Et qui constitue la Cour de justice de la République? Des députés et des sénateurs, et dans les mêmes proportions que la composition des assemblées. Donc évidemment qu'il ne faut pas attendre de députés La République En Marche ou Horizon, etc., en alliance avec le LR et en alliance avec le RN, qu'un jour, si jamais... parce qu'en fait, la plainte on a fait une plainte contre Darmanin. Pour les 1 an de Sainte-Soline, on a été 1312 à porter plainte. Pour Étrange. dénoncer, tu vois, un chiffre qui a du sens. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Pour dénoncer le fait qu'on a pris Darmanin la main dans le pot de confiture en train de mentir éhontément sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Cette plainte, elle a 2 ans. On n'a aucune nouvelle. Donc, je ne suis pas en train de faire un grand dialogue sur la justice pourrie, etc. C'est pas ça. Mais il y a quand même intrinsèquement des choses qui, dans notre Constitution, posent, et dans la manière dont on régule les autorités, qui est complètement défaillant. Et c'est ça qu'on éprouve avec l'affaire de Sainte-Soline. Antoine, si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas. Je voudrais juste vous redemander le bilan, parce que les chiffres changent. Celui que j'avais noté, c'était 200 blessés, dont 40 graves, dont Mickaël. C'est ça le chiffre, à peu près? Alors, oui, c'est un bilan qu'on a pu comptabiliser parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages. On a ouvert une boîte mail pour que les gens envoient leurs témoignages. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de Sainte-Soline dans tous les milieux militants, ou même pas que, mais tout le monde connaît quelqu'un qui a subi un traumatisme ce jour-là. Et c'est pas réglé. Ça reste traumatisant. Et donc, on pense que c'est bien au-delà de 200 personnes. Il y avait 30 000 personnes. Donc, toutes les gens qui sont venus là se sentent concernés par la violence qu'il y a eu pendant qu'ils étaient en manifestation. Donc on peut, à mon avis, se dire que même les violences psychologiques, elles comptent encore aujourd'hui comme des atteintes qui ont été portées à des manifestants. Mickaël, toi, quand tu as appris que ta plainte était classée sans suite, comment tu as réagi? À quoi tu as pensé? Franchement, je me suis dit, le gouvernement, il sert à rien. Parce que ce qui s'est passé, je ne vais pas laisser ça comme ça. Moi, je vais continuer à lutter. Et je sais que le peuple, il va lutter aussi. Et on sera toujours là pour lutter. Et moi, je veux qu'une plainte aboutisse. Parce que j'ai eu des pertes de mémoire et j'ai quand même un petit garçon de 14 ans. Et je m'en occupe tout seul, quoi. Alors, ma vie, elle est un peu compliquée, mais je me débrouille quand même. Et puis, je reprends un peu le travail, mais je travaille souvent la nuit, alors... qui veut dire que ça me permettait d'aller en manifestation le week-end. Mmh. Antoine, toi qui as suivi beaucoup de luttes pour... alors, faut pas que je me gourre, hein. Là-bas, si j'y suis, comme un bruit qui court, c'est bientôt demain. Maintenant, tu es une vedette des planches de théâtre, hein. Tu fais des spectacles extraordinaires.
Non, mais ne riez pas, vous allez voir. Non, c'est super ce qu'il fait avec les archives radio, etc. Toi qui as vécu beaucoup de combats, de luttes type Sainte-Soline, qu'est-ce que tu as vu à Sainte-Soline il y a 3 ans? Alors, moi, j'ai eu la chance déjà de ne pas être blessé, parce qu'effectivement, je faisais partie des 30 000 qui étions là pour aller planter peut-être un drapeau sur ce trou de terre, etc. Donc, c'était quand même assez inoffensif comme manifestation et comme rassemblement. Et là, c'est vrai que 2 ans et demi après, quand ces images sont sorties, et on a vu ce qui se tramait derrière les cordons de gendarmes, De gendarmes, des gendarmes, de militaires, donc, eh ben, on a compris la violence à laquelle on a été confronté, quoi. Et enfin, plus que la violence, disons que l'acharnement meurtrier, quoi, qui se tramait derrière. Et là, effectivement, là, j'ai eu un choc là a posteriori, parce que j'ai compris à quoi j'ai échappé, et à quoi beaucoup d'entre nous avons échappé, mais pas tous, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'a vécu Michael, par exemple, ou d'autres. Donc, alors. Moi, j'ai beaucoup tourné aussi, enfin documenté, parce que moi, mon travail, c'est de faire du documentaire, donc du reportage, du documentaire. Et j'ai été notamment beaucoup sur les manifs de Gilets jaunes. Et là, on a commencé à sentir quand même la répression, la violence de la répression qui se mettait en place. Alors, effectivement, c'était Darmanin à la manœuvre, et on a compris au fil de ces années-là comment on allait devenir les cibles d'une répression disons que sans borne, quoi, sans filet, quoi. Donc voilà, moi j'ai subi tout ça, et puis j'ai essayé de le documenter autant que possible, mais sans non plus être dans une façon de documenter ou faire du riot porn, etc., quoi. Donc être en train de raconter ce qui se passe en même temps que ces luttes-là, quoi. Et on n'était pas à Sainte-Soline uniquement pour manifester, bien évidemment, mais il y avait en même temps, il y avait eu 3 jours de débat autour de l'eau, avec des conférences internationales, des militants qui étaient venus de partout, et moi j'ai essayé de rendre compte de ce qui se passait autour de ces luttes-là, parce que BFM était là, et les manifs et les violences, etc., elles ont été largement montrées par les médias, les médias d'info, tout info, etc., quoi. Voilà, moi j'essaie de faire un pas de côté et de montrer autre chose, quoi. On se souvient de la phrase, je cite de mémoire, de Darmanin, 2 jours avant Sainte-Soline, qui annonçait qu'on verrait des images violentes. Et on les a vues, en effet, mais c'était peut-être pas forcément celles qui l'attendaient, ou on ne sait pas, mais en tout cas, on sentait, enfin voilà, était déjà annoncé par le ministre de l'Intérieur qu'il y aurait des affrontements et que ça irait, voilà. Sur le fait que ce soit des gendarmes, alors je ne sais pas, Julien, si toi tu étais co-organisateur de tout ça, ou s'il n'y a personne de je ne sais pas comment ça marche, mais bref, quand la rumeur des champs et des rues a dit, c'est les gendarmes. Est-ce que vous vous êtes dit, a priori, les gendarmes, c'est mieux que les CRS? Ben non, pas du tout. Parce qu'avant Sainte-Soline 2, il y a eu Sainte-Soline 1. Et avant Sainte-Soline 1, il y a eu le printemps maraîchin. Et en fait, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait... que toute illusion vis-à-vis des forces de l'ordre et d'une espèce de droiture gendarmesque que c'était tombé et qu'on n'y croyait pas du tout. Voilà, il y a tous ces précédents. Je rappelle qu'à Sainte-Soline 1, parmi nous, il y a déjà eu 40 blessés. Qu'à Sainte-Soline 1, il y a déjà 2000 bombes qui ont été lancées. Et que les entraves aux libertés de manifestation appliquées à la lettre, parce que là, pour le coup, les militaires, l'ordre, c'est l'ordre. Hein. Et même si l'ordre est illégal, ils y obéissent. En fait, à chaque manif, on voyait monter crescendo le nombre d'agents mobilisés, les moyens matériels grandir pour évidemment atteindre ce paroxysme à Sainte-Soline 2, où il y a 9 hélicos sur zone, soit près d'un tiers de tous les hélicos de la gendarmerie. Il y a 2 blindés, et si dans le cas de Serge, l'IGGN fait montre de ne pas avoir identifié le tireur, c'est faux. En fait, on sait qui a tiré. Il a tiré d'un blindé. Et comment ça se fait que ce bonhomme-là, il court encore dans la nature, l'air de rien? Comment ça se fait même que... Je m'étonne que son nom ne soit pas diffusé dans la presse. Comment ça se fait qu'il est encore couvert alors qu'il est identifié? Donc non.
On en était presque à se faire la réflexion tout à l'heure qu'on avait presque le sentiment, là, localement, qu'il valait mieux avoir affaire à la police nationale en ville qu'au bourreau des champs. Mais par contre, un truc qui est assez clair, c'est que Sainte-Soline et toutes les manifs bassines, c'était un petit peu inédit pour ces forces de l'ordre. Parce que autant elles sont habituées au maintien de l'ordre en ville, sous-préfecture, etc., autant le maintien de l'ordre dans les champs, mais ils ne maîtrisaient pas du tout. Et c'est ce qui fait que toutes les manifs de BNM avant Sainte-Soline 2 ont été des déroutes stratégiques pour les grader. Ils mettaient en place des dispositifs qu'on contournait, parce que malheureusement, chez nous, il n'y a plus de haies. Donc on peut vraiment s'étaler. Et c'est comme ça que, par exemple, à Sainte-Soline 1, on a réussi à parvenir à rentrer dans la bassine, aller voir le chantier, malgré déjà plus de 2000 hommes sur zone et lourdement armés, qui ont fait usage de leurs armes. Et donc, là où Sainte-Soline est marquant, un tournant dans les modalités du maintien de l'ordre à la française en milieu rural, c'est sur cette stratégie du fortin, de dire, venez, une fois que vous serez à portée d'armes, on vous tirera dessus. Et quand bien même, la portée des armes maximum avec leur lanceur Cougar, c'est 200 mètres, si tu mets entendu, tu tires à 300 mètres. Et là, tu fais reculer n'importe qui. Et par contre, il ne faut pas se leurrer, à 300 mètres, il n'y a aucune discrimination dans les tirs. Quand on tire à 300 mètres, déjà, on ne représente absolument pas une menace pour les agents. On ne peut pas parler de légitime défense. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie institutionnalisée. Et là où Nunez, faut balayer complètement, et je reprends le terme de cuvapis, quand il tient ces propos-là, c'est vraiment du ressort de la cuvapis. J'espère que j'aurai un nouveau procès. Nunez, je ne l'ai pas encore dans mon... non, et puis c'est encore... Najed fait non de la tête, genre c'est bon. On avait dit qu'on serait sage. Comment il peut oser, après que les images de Mediapart et de Libé aient été révélées, comment il peut oser dire que c'est le cas d'individus isolés? Non, ce que ça démontre, ce que démontrent les images piétons, des caméras piétons, c'est qu'en fait, ce sont les pratiques largement utilisées et mises en œuvre par les gendarmes français aujourd'hui. Et je redis, imaginez si on avait ces images-là en Kanaki, dans les quartiers populaires, etc. Mais en plus de tout le mépris qui nous affiche parce qu'on est écolo, il y aurait tout le vocabulaire raciste, mais qui de toute façon, on ressent dans tous les propos que je passe là. Ça suppure évidemment que on a affaire aujourd'hui à des forces de l'ordre qui sont en voie très avancée de fascisation. Tu as justement une pancarte, mets-leur une GM2L dans la gueule. La GM2L, c'est une grenade qui avait été mise en dotation pour remplacer la Glief 4, celle-là même qui a tué Rémi Fraisse. Tu disais, Michael, que tu ne sais pas trop si c'est... toi, tu penses que c'est un flashball ou un LBD, mais que certains t'ont parlé de GM2L. Est-ce que tu te souviens, quand tu as vu arriver ces 20 quads, qu'on avait, je crois, jamais vus, c'était la première fois, est-ce que tu te souviens de ta sensation quand tu as vu ça arriver? En fait, je suis arrivé avec des amis, on a marché 2 heures dans le champ. Et oui, je me souviens de très loin des quads venir vers nous. Mais après, je me souviens plus de rien, quoi. Ouais. Quelques minutes. Et pourtant, je suis l'un des derniers arrivés sur le site. J'ai rejoint un cortège et je suis parti. Et puis, je me suis fait canarder tout de suite, quoi. Bon, tant pis, hein. Vive l'écologie. Au jour de maintenant, je regrette rien. Je suis content de connaître plein de gens de l'écologie et tout. Vive la gauche, vive le peuple. Les quads, est-ce que il y a des choses à dire, à pointer, à remarquer parmi vous trois? Oui, tu étais perturbé par ton assistant, par ton commissaire politique qui est venu te voir, dire il faut dire ça, il faut pas dire ça. Non, mais je dis des conneries, donc tu étais sur autre chose. Donc on parlait des quads. Tu vois ce que c'est voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti ou qu'est-ce qu'on peut dire de cette irruption quand même très chevaleresque et barbare en même temps, enfin très
Mais présidérante. on peut comprendre la stratégie qui était en place, c'est-à-dire on va essayer de tester des nouvelles armes et des nouveaux dispositifs. Et vu que bon, les quartiers maintenant, on n'arrive plus trop à le faire parce qu'il nous faut des grands espaces et ça commence à se voir un petit peu qu'on teste des armes sur les quartiers. Donc là, ils ont vraiment, c'était le dernier joujou à la mode. C'est comme les marqueurs là Produits marquants codés. les PMC, les produits marquants codés, on t'envoie une substance et puis à la sortie, 3 jours après, ils te passent un détecteur et ils arrivent à savoir si tu as été touché par le produit marquant codé. Et donc, forcément, tu étais à un endroit où peut-être que tu fais partie d'un groupe qui cible, et qui veulent avoir ton identité. Voilà, c'est des tests qui ont été faits ce jour-là avec ces armes-là. Précisément, est-ce que, puisqu'il y avait du côté des gendarmes annoncé 45 blessés, est-ce que par exemple il y a des manifestants qui ont été poursuivis, condamnés, à votre connaissance, pour avoir blessé des gendarmes? Et est-ce que les PMC, par exemple, dont tu parlais là à l'instant, cette peinture codée là, est-ce que par exemple ça a servi d'un point de vue judiciaire? Non, aucun gendarme n'a porté plainte. On n'a vu aucun quand même, gendarme dans un quand même. tribunal disant D'accord. qu'il avait subi une agression quelconque de la part d'un individu. Il y a eu des effets d'annonce, de la com. On a vu des camions brûlés, mais quand on voit ce qu'ils ont raconté, qui a brûlé les camions en fait? On peut même se poser la question, quoi. On a zéro confiance dans ces flics là qui disaient des horreurs pareilles. Je trouve intéressant déjà qu'il n'y ait eu aucune poursuite. C'est de leur part. C'est quand même un petit aveu, me semble-t-il. Mais bon. En plus, malgré tous les dispositifs de prise de vue, et d'ailleurs, j'interpelle sur le fait que Mediapart a sorti avec Libé un premier montage Oui. autour des violences policières, des tirs tendus, etc. Il y a eu un deuxième montage autour de la bataille de l'image, de la guerre de l'image, et on voit un gradé en train de briefer ses troupes et dire « Aujourd'hui, c'est l'image. Alors vous devez prendre un maximum d'images pour montrer ou tendre à démontrer que la violence viendrait de la partie adverse. » En fait, il dit la manipulation. Et si avec toute cette banque d'images, ils n'ont pas été en mesure de confondre aucun d'entre nous, certainement que ça veut dire que le bilan humain côté force de l'ordre, il est aussi à questionner très clairement. Et dans quelle mesure il n'y a pas de la bobologie, dans quelle mesure la moindre entorse ou... en fait, on pense aussi qu'il y a un certain nombre de blessures qui sont inhérentes et conséquentes à l'utilisation de leurs propres armes. Par exemple, des acouphènes, etc. En fait, c'est pas un caillou lancé d'une pâture qui va faire des acouphènes, c'est plutôt tout leur merdier. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuite sur ce volet-là, ça doit démontrer qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Et que là aussi, les bilans, et là, j'en interpelle, et on a 3 éminents représentants de la profession de journaliste dans la salle, et vous ne tombez pas dans le panneau, mais très clairement, et ça on le voit, dès qu'il y a la moindre manif et qu'on annonce des blessés, les autorités viennent annoncer des chiffres équivalents. Et ça, c'est de la manipulation. Et là, il y a vraiment un truc, une bobine à dérouler. C'est une grosse enquête, c'est un gros boulot. C'est certainement très difficile à mener, mais il y a très clairement un travail de manipulation des chiffres concernant le nombre de blessés au niveau des forces de l'ordre et le type de blessure et la provenance de ces blessures. On se souvient, quelques mois après Sainte-Soline 2, donc, de la diffusion sur France 2, dans Envoyé spécial, d'un reportage embedded, on va dire, côté gendarme, qui avait à la fois été accablant pour son mauvais jeu de mots pour les gendarmes, mais en même temps qui désarmorçait un peu ce qu'ils avaient fait, puisqu'on voyait un gradé qui semblait dépasser et traiter de je ne sais plus ce qu'ils disaient, de cons, des gens, ces hommes, oui, ces gendarmes, exactement, qui, en quad, attaquaient le mauvais cortège, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait plusieurs cortèges, etc. Et donc, quand on sortait de ce reportage, il y avait à côté mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire, voilà. Comment vous l'avez pris sur le moment?
ce reportage, cette image-là, peut-être toi Antoine ou Julien. Ouais, ça montrait une espèce de désorganisation complète quoi, de cette stratégie de maintien de l'ordre. Alors là, c'est des grands mots parce qu'ils ne maintenaient pas l'ordre, ils protégeaient un cratère. Quoi. Et donc, ça montrait, je trouve, l'incohérence de la stratégie militaire. Oui, on peut parler de militaire à ce moment-là. Quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Quoi. Moi, dans le mi-figue, mi-raisin, en effet, à la fois, quand on le regarde, on se dit, en fait, c'est des pignoufs, ils sont juste incompétents. Et du coup, ça crée un effet déculpabilisant. Quasiment, on a l'impression d'avoir affaire aux gendarmes de Saint-Tropez, sauf qu'en fait, c'était pas loin d'être dignes des Waffen-SS et des méthodes les plus dégueulasses qui soient, quoi. Donc, en fait, c'est pas drôle. Et ça a créé cet effet-là. Presque le lieutenant V, ça déculpabilise de toute responsabilité. Sauf que qui a fait les choix de mettre en place cet armement-là? Qui a fait les choix? Parce que, pour revenir sur les quads, ça n'existait pas. Ça veut dire que spécialement pour Sainte-Soline, à Saint-Astier, qui est le lieu de formation des gardes mobiles en Dordogne, on a recruté, on a acheté des quads et on a mis en place des procédures d'entraînement dont Sainte-Soline allait être le théâtre des opérations. Notre camarade parlait, on a vraiment le sentiment d'être des rats de laboratoire dans ces moments-là, quels que soient les risques que ça nous fait prendre. Et moi, je vais le redire, je n'étais pas présent le jour de la manif de Sainte-Soline, je n'étais pas sur le théâtre des opérations parce que j'étais depuis une semaine touché par une interdiction de territoire et si je franchissais la limite, en fait, mon sursis, il y avait de fortes chances que je me retrouve derrière les barreaux ou avec une entrave forte de mes libertés, etc. Et donc, j'ai vu tout ça à distance. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.